Je suis donc infirmière, urgence, réanimation et anesthésie. Donc je reviens il y a une semaine de Gaza, donc à l'Européen avec mes collègues ici présents. C'est très difficile encore. Donc je vais essayer de compléter, et pourtant je suis très interpellée par ce qu'elle vient de dire mon collègue, parce qu'on n'a pas beaucoup débriefé entre nous. On n'a pas eu le temps, on a retrouvé nos familles, et je suis très d'accord avec ce que tu as dit. Alors, pour un peu contrebalancer, Shems était au bloc opératoire, donc quand il dit qu'il a vu un autre flux, moi j'ai vu une autre population, c'est que j'étais aux urgences. Donc vous imaginez bien ce que signifie ce service, c'est-à-dire c'est le premier service en lettres clignotantes à l'entrée de l'hôpital, c'est-à-dire que tout arrive et nous dispatchons. Donc autant vous dire que j'ai eu quotidiennement des patients arrivés déjà morts sur des civières ou portés par leur famille. J'ai eu des patients arrivés sur des charrettes tirées à dos d'âne parce qu'il n'y a plus d'essence pour amener les morts, ou parce que les ambulanciers ont trop peur de se déplacer dans certaines zones. J'ai déjà eu un âne arrivé qui est mort devant les urgences parce qu'on lui a tiré dessus sur le trajet. Et donc les patients qui arrivent déjà morts, on en a tous les jours. C'est-à-dire que les familles vous amènent leurs proches décédés. Je parle également d'enfants, mais ils n'y croient pas, donc ils vous l'amènent quand même. Il est souvent décédé dans la nuit, hein, il ne nous l'amène pas dans la minute. Et il est déjà froid, c'est déjà un cadavre, hein, pas d'autre terme. Il faut dire les choses comme je les ai ressenties. Et on vous regarde. Et comme vous êtes la seule étrangère du service, on estime que vous avez peut-être des compétences à pouvoir réanimer meilleures que celles de leurs médecins locaux. Et non, vous annoncez qu'il est mort et qu'on ne va rien faire. Donc ils repartent avec en hurlant, mais toujours en vous respectant. Donc ça, c'est pour la partie très matinale, parce qu'ils ne se déplacent pas la nuit, ils ont très peur de se déplacer la nuit. Et ensuite, la journée donc commençait à peu près au lever du soleil, et elle était très intense, puisqu'on essayait de travailler en soignant les enfants. Beaucoup de plaies de la face, beaucoup d'exorbitation, un deuil qui n'existe même plus, de plaies de la tête, de la face, de l'abdomen. Comme l'a dit Shems, ils savent vous viser. Et puis des fratries aussi. J'ai déjà eu des fratries aux urgences. Moi, je sais que mon collègue Khaled, qui prendra la parole après, est urgentiste, et je l'ai vu. Pourtant, il est médecin urgentiste. Alors moi, on peut dire que je suis une femme ou une infirmière, ou voilà. Mais mon collègue urgentiste, je l'ai vu, et j'ai vu même Docteur Pitti désemparé face à la situation. Je les ai vus en leur disant on y va. Et qui me disent mais est-ce que je peux avoir un brancard, Iman? Mais il n'y en a pas. Non mais là, il faut qu'on la réanime sur un brancard. Mais j'en ai pas les gars, tu te souviens? Donc les conditions sont chaotiques, ça c'est pour vraiment ce que j'ai vécu au service des urgences. Moi je faisais ma journée, 80% de ma journée aux urgences, et ensuite j'allais en réanimation pour essayer de voir où en étaient les patients que j'avais intubés dans la journée. J'ai fait beaucoup d'actes médicaux qui en France je n'aurais pas le droit de faire. Mais parce qu'aux urgences, il y a beaucoup d'étudiants en médecine. J'ai eu la chance de travailler avec des médecins et des anesthésistes qui ont toujours été très encadrants, et je les en remercie aujourd'hui, parce que tout cela m'a servi à faire des sutures de plaies très complexes, à intuber, faire des ponctions d'acide, faire des actes qui ne sont pas du tout des actes infirmiers. Quand j'allais en réanimation, voir où en était le patient qu'on avait apporté dans la matinée, qu'on avait transféré dans la matinée, et 9 fois sur 10, il était déjà décédé ou décédé le lendemain. Effectivement, le taux de mortalité est fou. On pourrait se demander pourquoi, puisqu'on a réussi à le réanimer aux urgences, mais les moyens ne suivent pas. Il est intubé, il faut pouvoir... C'est tout simple, mais un patient qui est intubé, on va utiliser des médicaments qui vont amener une production de mucus. Donc il faut aspirer ce mucus, sinon le patient s'étouffe. Quand vous avez un souci, vous toussez, il y a du mucus, voilà. Là, il faut l'aspirer. Le système d'aspiration est HS, ou trop faible, ou je n'ai pas la sonde d'aspiration. Par exemple, ils n'ont pas de sonde d'aspiration de bonne taille. Ils n'ont que des minuscules sondes d'aspiration. Les conditions d'hygiène sont catastrophiques, mais vraiment, ils font du mieux qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'une désinfection se fait en 4 temps, ils n'ont que le 4e temps, ils n'ont pas le premier, le 2e et le 3e. Ils le font quand même, ils essayent de le faire quand même. Alors ils le font plusieurs fois sur des champs très larges, ils essayent. Moi j'ai déjà été stoppée dans mon mouvement, parce que, attends, d'abord on nettoie.
Voilà, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Ils ont une humanité et une dignité que je n'ai jamais rencontrée auparavant. Et je veux les saluer pour ça. Voilà, donc ça c'était un peu pour la partie médicale. Ensuite, pour la partie plus humaine, l'hôpital est un lieu de vie avec beaucoup d'enfants qui n'ont plus de jeu du tout. Si c'était à refaire, je n'emmènerais pas de matériel médical puisque je n'ai été... L'impact a été beaucoup trop faible dans mes petites valises. J'amènerai du chocolat, du café, beaucoup plus de bonbons que les 4 kilos que j'ai emmenés. Et j'apporterai du sourire plus que du soin finalement en tant que tel, puisque au final, à quoi ça sert? Ils sont tous amputés, ils finissent infectés, ils meurent. Donc autant apporter un peu de bonheur, parce que leurs conditions de vie sont déplorables. Depuis mon retour, je vais vous le dire de la manière la plus triviale que je le vis, depuis mon retour, j'ai l'impression d'être dans un monde de fous, de devoir expliquer qu'il y a des gens qui meurent en 2024, il y a des réseaux sociaux, il y a des médias, et de devoir dire qu'il y a des enfants. Oui, Iman, t'es sûr que tu as vu des enfants mourir? Oui. J'ai moi-même aidé à extraire des balles de tête d'enfants, de visages d'enfants. Donc oui, il y a des enfants qui meurent, des femmes. Il y a les morts directes et il y a les morts indirectes. Je crois que notre étendard à nous tous sera Abir, 24 ans, maman d'un enfant de 4 ans, qui a perdu son bébé in utero, vous en avez peut-être tous entendu parler, d'accord? Et qu'on a perdu 24 heures plus tard parce que, j'en tremble, parce que dans la cassette de gaz du sang pour faire les examens, il nous restait 11 possibilités d'examen. L'appareil vous dit combien de possibilités d'examen vous avez sur le reste de la cassette. Il en restait 11 et je me revois poser la question, Khaled, tu étais là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire une surveillance horaire? La réponse est Iman, on a 14 patients en réanimation. Si on utilise les 11, on n'est même pas sûr de la sauver déjà. Et ensuite, comment on fait pour les autres qui vont arriver? Et on ne sait pas si on va recevoir d'autres cassettes. Pour la petite histoire, ils en ont reçu une 3 ou 4 jours après. Ils ont passé plusieurs jours sans gaz du sang. Donc elle est décédée, cette maman. Ce n'est pas une victime de tir, c'est une victime de la guerre. Et elle n'est pas comptabilisée. Donc 20 000 morts, il y en a beaucoup plus. Il n'y a plus de dialyse. Enfin, il y a un petit centre de dialyse. Je ne dois pas dire qu'il n'y a plus de dialyse, ce serait un mensonge. Il y a un petit centre de dialyse, mais qui dialyse très peu, avec pas du tout la bonne fréquence. La fréquence, pour nous, occidentaux, est à peu près, selon les cas, 3 séances par semaine, 4 à 6 heures selon le patient. Là, ils font des petites séances intensives de 2 heures, pas 3 fois par semaine, parce qu'il faut surtout se déplacer, ne l'oublions pas, il faut beaucoup de matériel pour une dialyse. Et ils sélectionnent. On est dans la sélection, donc on a travaillé comme eux, on a aussi sélectionné aux urgences, on a sélectionné qui ont réanimé et qui ont laissé mourir sur un brancard ou par terre sur le côté. Donc il faut parler de ces victimes indirectes, puisque ce monde de fous n'entend pas que les victimes directes soient des victimes. Il faut parler des victimes indirectes, il faut parler du manque de moyens, il faut parler des soignants aussi qui sont en deuil, qui font ce qu'ils peuvent, mais ils sont eux-mêmes en deuil. Ils ont tous perdu quelque chose, au minimum leur maison, au minimum. Leur voiture, leur maison, leur train de vie, leur argent, tout ça. Et ensuite, ils ont perdu des collègues, c'est-à-dire qu'en réanimation, il y a les photos des collègues sur les murs. Ils ont perdu des proches, ils ont perdu leur voisinage, ils ont tout perdu. Et ils soignent quand même. Voilà, donc il faut parler de tout ça. Moi, j'étais catégorique, il était hors de question qu'on me voie, qu'on m'entende, je n'ai quasiment rien filmé. Il était hors de question, je me suis même pas dit qu'il était possible qu'on puisse nous interroger à notre retour. Et en fait, c'est à leur demande que je suis là. C'est à leur demande, c'est à la demande de soignants, de civils, de personnes qui, quand je voyais d'autres collègues filmer, et je tiquais un peu et je leur demandais si ça les dérangeait pas. Ils m'ont dit non, il faut filmer, il faut montrer la réalité. Et je crois même qu'il y a une vidéo que Monsieur Porte a postée où on entend un de nos collègues sur place et comprenant un peu l'arabe, il y en a un qui dit non, laisse-le filmer. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Non, il faut qu'on voit ce qui se passe. Et j'espère que ce monde de fous, pardon, c'est pas l'endroit approprié pour parler comme ça, mais je crois vraiment qu'il faut le dire comme je le pense, c'est pas possible. Il faut au minimum une trêve, au minimum une trêve, au mieux évidemment un cessez-le-feu. Et cette trêve doit arriver rapidement, s'il vous plaît. Ils sont en bout de course, sur le mental, sur le physique. Là, j'ai un de mes collègues avec qui je viens de recevoir son message, qui me dit qu'il va monter dans le nord. Je lui réponds non, c'est trop dangereux. Il me dit, il vient de me répondre, j'envie les morts. Donc il monte parce que sa famille lui manque. C'est trop dangereux, j'ai peur pour lui.
parce il est médecin, il a 24 ans, il est tout jeune, enfin il est étudiant. J'ai peur pour lui parce qu'il peut avoir un profil physiquement type. Voilà, il se dit bah au pire je meurs, c'est pas grave, et puis au mieux je peux voir mes parents. Voilà. Merci de votre écoute.